Question 1. En marche normale, je suis bien placé sur la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici donc nous sommes sur une chaussée donc en double sens de circulation. Donc on peut le voir, on croise des véhicules qui arrivent en face. Et on a combien de voies de circulation? Donc il y en a 3. Une voie ici, une deuxième et une troisième. Donc pour nous, dans notre sens, on a 2 voies. La première ici et la deuxième. La troisième est réservée uniquement à ceux qui arrivent en sens inverse. On peut le voir, ils ont l'interdiction de dépasser à cause de cette ligne blanche. Donc pour moi, j'ai 2 voies de circulation. Alors laquelle choisir quand j'ai 2 voies, on va dire normales? Donc le code de la route dit une chose très importante, il faut toujours rouler le plus à droite possible. Donc je suis du coup dans la voie de gauche, je devrais me positionner du coup dans la voie la plus à droite. Alors du coup à quoi sert cette voie? Cette voie forcément elle sert à effectuer un dépassement. Là pour l'instant je dépasse personne, du coup je suis mal positionné. Donc bonne réponse B. Question 2. Je cède le passage à ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors quand on arrive à une intersection, comment savoir si on est prioritaire? Donc ça va être par rapport à la signalisation, c'est-à-dire soit par rapport à des panneaux ou des marquages au sol. Donc ici on voit pas trop de panneaux, par contre il y a des marquages au sol. Ici on a des passages pour piétons, est-ce que c'est ça qui va nous dire si on est prioritaire ou pas? Non. Par contre, le véhicule ici, éventuellement ceux qui arrivent de gauche, rencontre une bande donc continue, et c'est donc une bande de stop. Donc ce véhicule doit céder le passage à gauche et à droite, à sa gauche et à sa droite. Du coup, moi je suis prioritaire parce que je rencontre ni de stop, ni de céder le passage. Du coup, je ne cède pas le passage à ce véhicule. Réponse B. Question 3. Pour m'engager, j'actionne le clignotant gauche immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'engage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, je suis stationné, arrêté sur un parking. Donc là, il va falloir que je m'engage dans la circulation. Et forcément, avant de s'engager, il faut vérifier derrière nous si forcément la voie est libre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun véhicule qui arrive. Comment on va pouvoir voir ça? Bien sûr, grâce au rétroviseur. Donc là, dans le rétroviseur, j'aperçois donc plusieurs véhicules. Du coup, est-ce que je peux m'engager tout de suite? Forcément, non. Donc déjà, je m'engage, non, réponse D. Est-ce que j'actionne quand même le clignotant gauche immédiatement? Donc non, il ne faut, même si on ne s'engage pas tout de suite, il ne faut pas actionner tout de suite le clignotant. Pourquoi? Si je mets mon clignotant gauche tout de suite, que va croire le véhicule qui arrive? Il va penser peut-être que je ne l'ai pas vu et que je vais m'engager tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on met uniquement le clignotant que lorsqu'on fait l'action. Donc pour l'instant, on patiente, on attend qu'il n'y ait plus personne. Une fois qu'il n'y ait plus personne, on va mettre le clignotant et on pourra s'engager. Donc bonne réponse, B et D. Question 4. Dans cet embouteillage, ce véhicule gris est en arrêt. Autorisé, réponse A. Interdit, réponse B. Gênant, réponse C.
Alors ce véhicule est arrêté. Par contre, il est arrêté à quel endroit? On peut voir sur un passage pour piétons. Donc ça, forcément, il faut le savoir. On ne doit pas s'arrêter sur les passages pour piétons. Pourquoi? Bah forcément, si un piéton qui arrive et il veut traverser, le problème, il ne peut pas. Ou alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contourner le véhicule soit devant, soit derrière, ce qui est assez dangereux. Donc ce n'est pas autorisé, c'est interdit. Et pourquoi c'est interdit? Parce que ça va être gênant par rapport aux piétons. Donc bonne réponse, B et C. Question 5. Dans cette agglomération, je peux circuler en feu de position seul, réponse A, feu de croisement, réponse B, feu de route, réponse C, feu diurne, réponse D. Alors, les feux de position, quand est-ce qu'on les utilise? Donc, forcément, là, on va parler uniquement que de nuit. Donc, la nuit, il faut deux conditions. Il faut être en ville et il faut que ça soit éclairé. Il faut vraiment ces deux conditions réunies. Est-ce que c'est le cas ici? Donc, c'est précisé dans la question qu'on est en ville, qu'on est en agglomération. Donc, déjà, pas de souci. Est-ce que c'est éclairé? Oui, la chaussée est éclairée. Du coup, je peux utiliser mes feux de position seuls. Les feux de croisement, quand est-ce qu'on les utilise? Les feux de croisement, il n'y a qu'une condition, il faut que la chaussée soit éclairée. Qu'on soit en ville ou pas, ça, on s'en fiche. Du moment que c'est éclairé, je peux utiliser mes feux de croisement. Ce qui est le cas, la chaussée est éclairée, du coup, je peux utiliser mes feux de croisement. Les feux de route. Alors les feux de route, c'est tout simplement l'inverse des feux de croisement, c'est-à-dire que c'est quand il n'y a pas d'éclairage public. Là, du coup, il y a de l'éclairage, je ne peux pas utiliser mes feux de route. Les feux diurnes. Alors ça, qu'est-ce que c'est les feux diurnes? C'est les feux donc qui s'allument automatiquement dès qu'on allume un véhicule assez récent. C'est les feux à LED qu'on a devant les véhicules. Donc c'est surtout pour se faire de voir, mais en pleine journée. On n'utilise pas ces feux-là, donc de nuit, forcément. De toute façon, il n'y a pas de position feu diurne, il n'y a pas de manette pour allumer ou pas les feux diurnes. Ça s'allume automatiquement en plein jour. Donc bonne réponse, A et B. Question 6. Je change mes balais d'essuie-glace au moins une fois par an. Réponse A. Au moins une fois tous les 2 ans. Réponse B. Dès qu'ils sont usés. Réponse C. Alors les balais d'essuie-glace, donc ça se change à peu près une fois tous les ans. Donc voilà, donc tous les 2 ans, donc forcément ça ferait un petit peu long au fil du temps, le caoutchouc du balai, donc soit il s'use, ou même si on n'utilise pas les essuie-glaces, bah voilà, il perd de son efficacité. Donc c'est au moins tous les ans, une fois par an. Par contre, forcément aussi, on les change dès qu'ils sont usés. Si jamais, donc, je sais pas, on a une période où on les utilise très souvent, ils vont vite s'abîmer. Donc forcément, si les essuie-glaces sont usés, il faut les changer, forcément. Donc bonne réponse, A et C. Question 7. Je peux faire un arrêt le long du trottoir de droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. De gauche? Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, le long du trottoir à droite, est-ce que je peux faire un arrêt? Alors ici, on a une ligne jaune continue. Cette ligne jaune continue indique que je n'ai pas le droit de m'arrêter ni de stationner. Par contre, on aurait eu des pointillés jaunes. Là, on aurait eu le droit de s'arrêter, mais pas de stationner. Donc là, comme on nous parle de l'arrêt, l'arrêt est interdit, donc du coup, le long de ce trottoir de droite. Ensuite, à gauche. À gauche, je n'ai pas justement cette ligne jaune continue. Donc théoriquement, du coup, je pourrais m'arrêter le long de ce trottoir. Par contre, il y a une règle importante qu'il faut savoir en ville. En ville, on ne stationne pas et on ne s'arrête pas sur le côté gauche. C'est-à-dire, il faut être dans le bon sens de circulation. C'est-à-dire, donc, je vais être un petit peu, entre guillemets, à contresens, si je me place complètement sur la gauche. Donc si réellement je veux m'arrêter ou stationner sur la gauche, il va falloir que je fasse demi-tour pour me retrouver dans le bon sens de circulation. Donc en ville, on stationne, on s'arrête toujours que du côté droit, jamais à gauche, à part cas exceptionnel si on est en sens unique, mais ce qui n'est pas précisé ici. Donc je pourrais stationner ou m'arrêter à gauche, mais pas tout de suite. Donc il faudrait que je fasse demi-tour. Donc bonne réponse, B et D. Question 8. La signalisation autorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la signalisation autorise le dépassement. Déjà, qu'est-ce que c'est la signalisation? Donc, c'est soit des panneaux ou soit les marquages au sol. Ici, j'ai aucun panneau. J'ai des marquages au sol. Alors ici, j'ai des pointillés qui sont très espacés. Donc, bien sûr, cette ligne autorise le dépassement. J'ai le droit. Donc, bonne réponse A. Est-ce que je dépasse? Alors, il y a plusieurs choses à vérifier avant de dépasser. Première chose, déjà, si j'ai l'autorisation, on vient de le voir, oui, j'ai l'autorisation de dépasser. Deuxième chose, au niveau visibilité, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que c'est pas dangereux de dépasser? Est-ce que je vais pas rencontrer un véhicule qui arrive en face? Là, la visibilité est très bonne. On voit un véhicule, mais il est dans la même voie que la nôtre. Personne n'arrive en face, donc au niveau visibilité, il n'y a pas de souci. Et dernière chose importante à vérifier, derrière, s'il n'y a pas quelqu'un qui nous dépasse. Donc dans le rétro, on voit qu'on n'a personne derrière nous, personne nous dépasse. Donc oui, toutes les conditions sont réunies pour effectuer un bon dépassement. Donc bonne réponse A et C. Question 9. La signalisation indique une réduction du nombre de voies. Sur 200 mètres, réponse A. À 200 mètres, réponse B. Cette signalisation est temporaire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc ce panneau annonce bien une réduction du nombre de voies. Alors, par contre, donc ça s'applique quand? Donc on a juste marqué 200 mètres. Donc ça veut dire que ça va être à 200 mètres. C'est pas tout de suite, ce sera beaucoup plus loin. Si ce serait sur 200 mètres, on aurait les deux flèches de chaque côté, une flèche de chaque côté pour dire pendant sur 200 mètres. C'est-à-dire ça aurait été à partir du panneau sur une distance de 200 mètres. Donc là, ça s'applique seulement à 200 mètres. Alors, est-ce que cette signalisation, est-ce que ce panneau est temporaire? Oui, puisqu'il est à fond jaune. Tous les panneaux en sont à fond jaune sont temporaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas là tout le long de l'année. C'est là juste pour une certaine période. Sinon, les panneaux qui sont permanents, c'est-à-dire c'est tout le long de l'année, c'est comme ça. Là, ce qui n'est pas le cas pour ce panneau.
Donc bonne réponse, B et C. Question 10. Avant de s'engager, le conducteur de cette camionnette blanche avait actionné son clignotant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors avant de s'engager, donc ça c'était une vidéo, donc il fallait éventuellement regarder le clignotant de ce véhicule. Donc vous allez voir, on va repasser la vidéo. Oui, il avait bien actionné son clignotant. Donc bonne réponse A. Donc je vous laisse revérifier au niveau de la vidéo, on va se la repasser et vérifier bien, il avait bien mis son clignotant. Question 11. Je suis bien placé pour aller à Avignon par la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par l'autoroute. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc ici nous sommes placés dans cette voie-là. Donc pour savoir où on est bien positionné pour aller dans quelle direction, il suffit de regarder les panneaux qui se trouvent juste au-dessus de notre voie. Donc le panneau qui nous correspond, c'est avec cette flèche-là, c'est-à-dire l'ensemble de ces panneaux. Donc est-ce que je suis bien placé pour aller à Avignon par la route? Donc déjà il faut vérifier si c'est marqué Avignon, ce qui est noté ici. Alors par la route, donc on a les codes de couleur. Donc par la route, c'est soit les panneaux à fond blanc, ou les panneaux à fond vert. Les panneaux à fond vert, c'est des itinéraires importants. Donc est-ce que je suis bien placé pour aller à Avignon par la route? J'ai pas de panneau blanc ni à fond vert, donc non. Il aurait fallu, vous voyez, se positionner ici, c'est-à-dire dans la voie qui se trouve juste à notre droite. Là, c'est Avignon par la route nationale, donc il aurait fallu se positionner ici. Donc par la route, je suis mal positionné. Par contre, par l'autoroute, ça c'est les panneaux à fond bleu. Donc là, il n'y a pas de souci, je suis bien positionné pour aller à Avignon par l'autoroute. Donc bonne réponse, B et C. Question 12. Lors d'un état de fatigue, mes réactions sont plus courtes. Réponse A. Je risque l'endormissement. Réponse B. Je risque de quitter les yeux de la route pendant plus d'une seconde. Réponse C. Alors, quand je suis fatigué, mes réactions, bien sûr, sont pas plus courtes, mais plus longues. Je vais mettre plus de temps à réagir. Donc attention là de bien lire les mots, c'est très important. Donc je vais pas mettre moins de temps à réagir, mes réactions seront plus longues et non plus courtes. Donc là, elle est pas bonne. Bien sûr, si je suis fatigué, je risque de m'endormir complètement au volant. Et quand je suis fatigué, donc on ferme forcément plus souvent et plus longtemps les yeux. Et des fois, donc ça peut être assez long. On s'en aperçoit pas, mais les yeux, on les ferme quand même assez longtemps. Donc je peux fermer mes yeux
pendant bien sûr plus d'une seconde. Et l'impact que ça a forcément sur la conduite, déjà au niveau trajectoire, si je regarde pas la route, pendant une seconde, la voiture va dévier d'un côté ou de l'autre, ce qui est très dangereux. Et forcément, s'il y a quelque chose qui se passe devant, je vais pas pouvoir réagir à temps. Si par exemple un véhicule freine devant moi, je pourrais pas réagir à temps. Donc bonne réponse B et C. Question 13. L'alcoolémie s'élimine en moyenne dans le sang de 0,15 g par heure, réponse A, 0,25 g par heure, réponse B, 0,50 g par heure, réponse C, 0,80 g par heure, réponse D. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, dans un premier temps, ce qui est bon à savoir, c'est un verre d'alcool. Alors attention, là on parle bien dose bar. Donc ça correspond dans le sang à 0,20. Donc si je prends un verre d'alcool, donc ça soit n'importe quel verre dans un bar, on a la même quantité d'alcool, donc ça correspond à 0,20 g dans le sang. Donc l'alcool, ça s'élimine en moyenne de entre 0,10 et 0,15 g par heure. Alors vous voyez, c'est moins d'un verre par heure. Donc ça s'élimine forcément très lentement. Donc voilà, bonne réponse A, 0,15 g par heure. Question 14. Avant le passage piéton, je peux stationner? Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter pour descendre un passager est autorisé, réponse C. Interdit, réponse D. Alors, avant le passage pour piétons, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des zigzags jaunes. À quoi correspond ce marquage? Donc c'est ce qu'on appelle un arrêt de bus. Donc ce qu'il faut savoir sur les arrêts de bus, l'arrêt et le stationnement sont interdits. Même pour descendre un passager justement qui va éventuellement prendre le bus, ça c'est interdit, même s'il n'y a personne derrière nous. L'arrêt et le stationnement sont interdits. Donc je ne peux pas stationner et l'arrêt donc est interdit. Donc bonne réponse B et D. Question 15. À la prochaine intersection, je pourrais rencontrer un feu. Rouge fixe, réponse A. Rouge clignotant, réponse B. Jaune fixe, réponse C. Jaune clignotant, réponse D. Donc à 100 mètres, qu'est-ce qu'on va rencontrer? On va rencontrer un feu tricolore. Donc tricolore, ça porte bien son nom, 3 couleurs, vert, jaune et rouge. Alors tout en haut, c'est la couleur rouge. Est-ce que on peut avoir un rouge fixe? Tout le monde a déjà vu forcément des feux rouges. Bien sûr, tout en haut, il peut être fixe. Et c'est-à-dire, on va le voir tout de suite, toutes les couleurs sont fixes. C'est-à-dire, on a le vert qui est fixe, ensuite ça passe au jaune fixe, au rouge fixe, jaune fixe, vert fixe, etc. Donc déjà, on peut rencontrer un rouge fixe et un jaune fixe. Donc déjà A et C. Donc ça, c'est quand le feu fonctionne normalement. Ensuite, des fois, il peut être ce qu'on appelle en dérangement. Donc soit déjà, il peut ne pas fonctionner du tout, ou alors, il peut uniquement être au jaune clignotant, au milieu.
jamais il peut être en rouge clignotant en haut, ni au vert clignotant. Ça n'existe pas. C'est juste au jaune clignotant. Et là, du coup, si le jaune est clignotant, on va se référer par rapport à la signalisation pour savoir si on est prioritaire ou pas. Donc, il peut être aussi jaune clignotant. Donc, bonne réponse A, C et D. Question 16. Le contrôle technique d'une voiture doit être repassé tous les 6 mois, réponse A, tous les ans, réponse B, tous les 2 ans, réponse C, tous les 4 ans, réponse D. Alors, le contrôle technique. Donc, déjà, le premier contrôle technique d'une voiture à effectuer, c'est au bout de sa 4e année. C'est-à-dire, si le véhicule est neuf, il ressort, il est neuf, il n'y a pas besoin d'effectuer un contrôle technique. Au bout de 4 ans, c'est son premier contrôle technique. Et ensuite, ça va être tous les 2 ans. Donc, c'est-à-dire au bout de 6 ans, 8 ans, 10 ans, etc. Donc, le contrôle technique d'une voiture, ça doit être tous les 2 ans. On le repasse tous les 2 ans. Réponse C. Question 17. Le taux de rejet en CO2 figure sur le certificat d'immatriculation. Oui, réponse A. Non, réponse D. Alors, donc le certificat d'immatriculation, on appelle ça aussi carte grise. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette carte grise? On a forcément plein d'informations. Donc, forcément, donc le nom de la personne, du propriétaire, l'immatriculation, le type de véhicule, son poids, etc. Il y a plein d'informations. Et donc, maintenant, on a le taux de rejet en CO2, savoir si le véhicule pollue beaucoup ou pas. Depuis donc qu'on a le bonus ou malus par rapport à la pollution. Donc oui, maintenant, ça figure bien sur le certificat d'immatriculation. Donc bonne réponse A. Question 18. Je maintiens l'allure, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Je passe, réponse C. Je ralentis, réponse D. Donc là on arrive en présence donc de travaux. Donc forcément ça gêne un petit peu donc la circulation parce que ils sont pas mal sur la droite. Donc là est-ce que je peux m'engager ou il faut que je m'arrête? Donc bien sûr je peux m'engager, je vais pas m'arrêter et attendre qu'ils finissent leurs travaux, ça peut durer forcément très longtemps. Alors malgré que j'ai pas une très bonne visibilité, forcément je vais m'engager mais prudemment. Pour 2 raisons. Première raison, forcément, si un véhicule pour arriver en face. Et deuxième raison, si un ouvrier circule autour de ce véhicule. Donc je ne maintiens pas l'allure, je n'ai pas non plus à m'arrêter. Donc je vais m'engager, je passe, mais en ralentissant, en étant prudent. Donc bonne réponse, C et D. Question 19. Je connecte mon téléphone au système Bluetooth en circulant, réponse A, à l'arrêt, réponse B.
Alors quand je connecte ou je règle des choses, hein, c'est-à-dire j'utilise mes doigts et mes yeux, forcément, donc il faut toujours faire ça à l'arrêt, puisque quand on conduit, on a besoin de nos mains et de nos yeux pour avoir forcément une bonne conduite, pour voir ce qui se passe devant nous. Hein. Donc dès l'instant on fait quelque chose qui nous utilise nos yeux et nos mains, il faut faire ça forcément à l'arrêt, hein, ce qui est le cas pour connecter le téléphone au système Bluetooth de la voiture. Donc je le fais bien sûr à l'arrêt pour plus de sécurité. Réponse B. Question 20. Je passe en premier, réponse A, en deuxième, réponse B, en troisième, réponse C. Donc ici on arrive à une intersection. Donc moi je suis dans quelle voie? C'est dans la voie pour continuer tout droit à mon chemin. Donc moi je vais déjà tout droit. Donc pour savoir qui est prioritaire, ça va être suivant la signalisation. Alors ce véhicule, on voit bien qu'il a une bande de stop. Est-ce qu'il va être prioritaire par rapport à moi? Non. Donc déjà, ce véhicule passera après moi. Donc déjà, par rapport à ces véhicules de droite, pas de souci. Par contre, on a des véhicules qui arrivent de gauche, notamment ce véhicule blanc avec son clignotant qui souhaite continuer donc dans la route qui est sur notre droite. Alors, comment savoir si je dois céder le passage ou pas à ce véhicule? Donc ça, c'est la règle générale. Comme on est situé sur la même route, la règle générale veut dire que quand on tourne à gauche, on cède le passage en face, pour ne pas couper la route aux autres. Donc ce qui est le cas de ce véhicule, comme il tourne à gauche, il doit me céder le passage. Du coup, moi je cède le passage à personne, je suis prioritaire par rapport à tous les véhicules, donc je passe en premier. Réponse A. Question 21. Je peux tourner à droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors on arrive à une intersection et on rencontre ce panneau face à nous. C'est un panneau rond à fond bleu, donc un panneau d'obligation. Il nous oblige à faire quoi? À tourner à droite. Donc c'est une obligation, donc du coup je ne peux pas tourner à gauche. On pouvait aussi céder du petit panneau ici sens interdit qui nous précise aussi qu'on ne peut pas tourner à gauche. Donc je suis obligé de tourner à droite et je ne peux pas tourner à gauche. Donc bonne réponse A et D. Question 22. Dans cette situation, je m'engage, réponse A. Je reste où je suis, réponse B. J'allume les feux de détresse, réponse C. Alors nous arrivons à un passage à niveau. Donc pour l'instant, le passage à niveau, pas de souci, les feux clignotent pas, il n'y a pas de sirène, pas de problème. Mais après le passage à niveau, qu'est-ce qui se passe? Donc on a pas mal de pompiers, de gens, peut-être qu'il y a sûrement eu un accident. Du coup, est-ce que je peux m'engager? Est-ce que j'ai la place de passer? Non, entre les piétons, puis même plus loin, on voit qu'on n'a pas de place. Donc déjà, je m'engage pas. Et où je vais m'arrêter? Est-ce que je vais m'arrêter plutôt sur les rails ou plutôt rester où je suis? Forcément, je vais rester où je suis. Si je m'engage et je m'arrête sur les rails, si au même moment il y a un train qui passe, après c'est un petit peu embêtant, forcément. Donc je reste où je suis,
Et pour prévenir donc ceux qui pourraient arriver derrière moi assez vite, j'allume les feux de détresse pour prévenir donc du coup qu'il y a un souci devant. Hein. Donc bonne réponse, je reste où je suis et j'allume les feux de détresse. B et C. Question 23. Je passe, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Alors ici on arrive à une intersection. Donc comment savoir si je passe ou je m'arrête à une intersection? Donc c'est par rapport à la signalisation. Ici donc on se retrouve face à un feu vert. Donc le feu vert, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on est prioritaire hein, par rapport à tout le monde, donc les piétons et les autres usagers. Hein. Donc normalement on passe, sauf qu'ici on aperçoit un piéton qui est en train de traverser. Forcément qu'est-ce qu'on va faire? On va forcément s'arrêter pour le laisser passer. Malgré donc qu'il n'a pas à traverser, hein, normalement il doit rencontrer son petit bonhomme rouge, hein, donc il n'a pas à traverser, mais il le fait. Donc on va bien sûr, on va pas l'écraser. Donc on va s'arrêter pour le laisser passer. Une fois que ce piéton donc aura traversé, on pourra bien sûr passer, hein, à condition que le feu sera toujours au vert. Donc dans cette situation, je m'arrête bien sûr pour laisser passer le piéton. Réponse B. Question 24. Des points me seront retirés sur mon permis de conduire si j'ai commis un excès de vitesse de 10 km/h, réponse A. Un excès de vitesse de 30 km/h, réponse B. Un stationnement gênant, réponse C. Un changement de direction sans clignotant, réponse D. Alors, par rapport donc aux infractions qui entraînent un retrait de points, donc si on veut résumer un petit peu généralement, donc tout ce qui est retrait de points, c'est une faute de conduite. C'est-à-dire pendant que je conduis, je commets une erreur. Hein. Donc forcément les excès de vitesse, même si c'est un tout petit excès de vitesse, j'ai des points qui sont retirés. Donc pour un excès de vitesse de 10 km/h, c'est seulement un point. Mais j'ai quand même des points qui sont retirés sur mon permis. Du coup 30 km/h aussi. Alors un stationnement gênant. Donc ça c'est pas une faute de conduite. Je conduis pas. Donc c'est juste que je suis stationné au mauvais endroit. Je vais juste avoir une amende, mais aucun point sera retiré sur mon permis. Par contre, donc si je fais un changement de direction sans clignotant, si je tourne sans l'avertir, ça peut être forcément dangereux et c'est une faute de conduite. Je suis en train de conduire et ça peut être forcément très dangereux. Donc c'est puni aussi d'un retrait de points et d'une amende aussi, bien sûr. Donc bonne réponse A, B et D. Question 25. Je peux rouler à 50 km/h, réponse A. 70 km/h, réponse B. 90 km/h, réponse C. 110 km/h, réponse D. Alors ici donc on a donc du brouillard hein, devant nous. Donc par rapport à la limitation, ce qu'il faut savoir c'est que si la visibilité devant nous est inférieure à 50 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h. Donc ce qui est le cas ici, oui on voit pas très bien au loin ce qui se passe, du coup la vitesse sera limitée à 50 km/h. Que ce soit sur
toutes les routes. Même ici, si on est sur une autoroute, là, ça s'applique aussi, hein. Si jamais je roule trop vite, forcément il y a un véhicule devant moi ou quelque chose qui est à l'arrêt. Si j'arrive trop vite, le temps que je réagisse, ce sera trop tard. C'est pour ça que même sur autoroute, la vitesse est limitée à 50 km/h si la visibilité est inférieure à 50 mètres. Hein. Donc ici, je peux rouler que à 50 km/h. Hein. Réponse A. Question 26. L'espace est suffisant pour dépasser immédiatement ce cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, donc, nous nous trouvons hors agglomération. Donc que ce soit en ville ou hors agglomération, il faut toujours laisser un espace de sécurité quand on dépasse un deux roues, hein, pour pas passer trop proche de lui, si jamais ce cycliste ferait un écart et qu'on risquerait du coup de le percuter. Donc comme nous nous trouvons hors agglomération, cet espace, il doit être minimum d'1,50 m. Hein. Donc 1,50 m, ce qui fait à peu près, vous voyez, la moitié de notre voie de circulation. Du coup, est-ce que moi, j'ai assez d'espace pour faufiler ma voiture entre ce cycliste et aussi forcément le véhicule qui arrive dans l'autre sens? Forcément non, hein, surtout à l'allure qu'arrive le véhicule qui arrive en face, c'est beaucoup trop dangereux. Hein. Donc là, on n'a pas assez d'espace pour faufiler notre véhicule en toute sécurité. Donc l'espace n'est pas suffisant. Réponse B. Question 27. Le covoiturage, c'est plusieurs voitures pour une personne. Réponse A. Plusieurs personnes pour une voiture. Réponse B. Louer une voiture. Réponse C. Alors le covoiturage, qu'est-ce que c'est? Donc c'est plusieurs personnes qui vont se regrouper pour effectuer le même trajet, pour essayer donc d'utiliser le minimum de véhicules. Par exemple, si c'est 5 personnes qui vont effectuer le même trajet, ils vont se regrouper pour effectuer justement qu'une voiture, qu'un véhicule, plutôt que chacun qui prenne son véhicule. Donc voilà. Quel est l'intérêt de ça? Forcément, l'intérêt, c'est deux raisons. Donc, dans un premier temps, économique. Forcément, ça va coûter moins cher puisqu'il n'y a qu'une voiture qui roule au lieu de 5 voitures. Hein. Donc du coup, ça va réduire les coûts, mais forcément, chacun va partager les coûts d'utilisation. Hein. Donc ça, et forcément, donc ça pollue moins aussi, puisqu'il y a moins de véhicules qui circulent, donc on a moins de pollution. Hein. Donc c'est plusieurs personnes pour une voiture. Hein. Réponse B. Question 28. Je dépasse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors avant d'effectuer un dépassement, donc faut vérifier plusieurs choses. Première chose, donc faut vérifier si on a l'autorisation, si on a le droit de dépasser. Donc ça c'est la signalisation qui va nous permettre de savoir si on a le droit ou pas. Alors la signalisation c'est quoi? C'est soit les panneaux ou soit le marquage au sol.
Donc ici on n'a aucun panneau qui nous interdit de dépasser. Le marquage au sol, c'est des traits discontinus, une ligne discontinue, donc j'ai le droit de dépasser. Ensuite, il faut vérifier si on a une bonne visibilité vers l'avant. Là, ce qui est le cas, aucun véhicule arrive en sens inverse. Et la dernière chose qu'il faut penser à vérifier, c'est derrière s'il n'y a aucun véhicule qui me dépasse. Donc ça, on va vérifier forcément grâce au rétroviseur. Le rétro gauche, aucun véhicule me dépasse. Par contre, dans le rétroviseur intérieur, on a un véhicule qui a actionné son clignotant. Son clignotant est du côté de la voie pour dépasser, donc c'est qu'il veut me dépasser. Du coup, comme ce véhicule est en train de dépasser derrière moi, moi je ne peux pas dépasser. Donc bonne réponse B. Question 29. Le dégivrage arrière élimine la buée, réponse A. Élimine le givre, réponse B. Consomme peu d'énergie, réponse C. Alors le dégivrage arrière ou désembuage arrière, donc ça les deux noms, du coup on va voir par rapport aux deux fonctions. Donc c'est ce bouton là, on l'appuie et qu'est-ce que ça fait par rapport aux lignes qui sont sur les vitres arrière? C'est des petites résistances. Et quand on l'actionne, donc ça envoie du courant dedans et ces résistances donc chauffent, ça les fait chauffer. Un petit peu comme un grille, c'est un petit peu la même fonction. Alors quel est l'intérêt de chauffer du coup la vitre arrière? C'est soit pour éliminer la buée, en chauffant la buée va s'évaporer, ou pour éliminer le givre. En chauffant, le givre va fondre et va s'en aller. Donc c'est un système électrique qui consomme de l'énergie électrique forcément, et ça consomme quand même pas mal d'énergie, ça consomme pas peu d'énergie. Donc ça enlève la buée et le givre. Donc bonne réponse A et B. Question 30. Je cède le passage au véhicule de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour appliquer les règles de priorité au niveau des intersections, il faut que ce soit une intersection, justement. Alors, comment savoir en ville si c'est une intersection? C'est assez simple, c'est par rapport au trottoir qu'on va le déterminer. Alors, si c'est une intersection, le trottoir doit obligatoirement s'arrêter. C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'il y ait une hauteur de trottoir. Est-ce que c'est le cas ici? Non, là on voit que le trottoir continue. Donc ce n'est pas une intersection, ce véhicule sort d'une sortie de parking ou de voie privée. Donc les règles de priorité ne s'appliquent pas ici. Donc on est forcément prioritaire en étant sur la route. Quand on s'engage, on sort d'un parking ou d'une voie privée, on n'est pas prioritaire. Du coup, je ne cède pas le passage à ce véhicule, il ne sort pas d'une intersection, mais d'un chemin privé ou d'une voie privée. Donc bonne réponse B. Question 31. Dans cette situation, je suis vigilant sur la zone 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur la zone 2, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici on arrive à une intersection, donc gérée par des feux tricolores. Mon feu est vert. Du coup, ceux qui arrivent de gauche et de droite ont obligatoirement, bien sûr, le feu rouge. Alors justement, on a un véhicule
qui arrive de la droite, alors est-ce que je vais être vigilant par rapport à ce véhicule? Bien sûr, il faut y prêter attention puisque on ne sait jamais, il peut très bien passer alors que son feu est rouge. Il peut très bien griller la règle de priorité. Donc je vais être vigilant sur l'intention de ce véhicule, voir s'il m'a bien vu et s'il respecte bien son feu. Donc oui, je suis vigilant dans la zone 1. La zone 2, donc c'est ce qui se passe derrière moi dans le rétro. Alors il faut être vigilant aussi par rapport à ce qui se passe derrière puisque j'arrive à un feu vert. Pour plusieurs raisons. Première raison, on vient de le voir, si jamais ce véhicule me coupe la priorité. Bien sûr, il va falloir que je gère mon freinage par rapport au véhicule qui est derrière dans la zone 2. Premier souci. Deuxième souci, le feu est vert. Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut tout d'un coup passer à l'orange. Donc pareil, si le feu passe à l'orange, il faut que je gère mon freinage par rapport au véhicule qui est derrière. Et si jamais il serait trop proche, et je devrais freiner très fort, il faudrait plutôt que je continue plutôt que provoquer un accident. Donc bien sûr, je suis aussi vigilant sur la zone 2. Donc bonne réponse A et C. Question 32. Ce panneau annonce une circulation en sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une priorité de passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc ce panneau, est-ce qu'il annonce un sens unique? Donc non, il ne faut pas confondre ce panneau avec presque le même, sauf qu'il n'y a pas cette flèche rouge, on a uniquement un carré avec une flèche blanche comme ceci. Ça annonce sens unique. Là on a une flèche rouge, donc on a deux sens de circulation. Donc par contre, ça annonce une priorité de passage. Donc on a ce panneau face à un endroit très étroit où on ne peut pas se croiser à deux. Donc du coup, il y a forcément une priorité de passage. Donc dans ce cas-là, on sera prioritaire. On a bien la flèche rouge pour ceux qui arrivent dans l'autre sens. Donc ça n'annonce pas une rue en sens unique, mais bien une priorité de passage à un croisement très étroit. Donc bonne réponse B et C. Question 33. À 90 km/h, la distance d'arrêt est d'environ 25 mètres, réponse A, 50 mètres, réponse B, 80 mètres, réponse C, 110 mètres, réponse D. Alors, là on nous demande donc la distance d'arrêt. Donc attention déjà de ne pas confondre la distance d'arrêt et la distance de sécurité. C'est deux choses différentes. La distance d'arrêt, c'est à partir du moment que j'aperçois la chose qui va m'obliger à m'arrêter jusqu'à que le véhicule se stoppe. C'est ça la distance d'arrêt. Donc ça comprend la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. Alors comment calculer cette distance d'arrêt? C'est assez simple par rapport à l'allure. On va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse. Du coup là 90 km/h, le chiffre des dizaines c'est 9. Et qu'est-ce qu'on va en faire? On va le multiplier par lui-même. Donc c'est-à-dire 9 fois 9, ce qui nous donne 81. Donc du coup ça fait environ 80 mètres. Petit exemple, à 50 km/h, ma distance d'arrêt sera environ de combien? Donc chiffre des dizaines, c'est 5. On va multiplier par lui-même. 5 fois 5, ça fait 25. Donc là, ce serait 25 mètres à 50 km/h. Donc voilà, là 90 km/h, 9 fois 9, ça fait à peu près 81. Donc c'est environ 80 mètres. Donc bonne réponse, C. Question 34. Le danger annoncé est
Traversée d'animaux sauvages, réponse A. Traversée d'animaux domestiques, réponse B. Il commence à partir du panneau, réponse C. À 150 mètres, réponse D. Alors ce panneau de danger donc annonce traversée d'animaux sauvages. Hein. Donc là on a un cerf, une biche, donc c'est un animal sauvage. Les animaux domestiques, donc c'est représenté soit par un mouton par exemple. Hein. Donc là c'est un animal sauvage. Alors ensuite on a en dessous le panneau saut 1500 mètres avec les deux flèches. Qu'est-ce qu'annonce les deux flèches? Annonce pendant, sur 1500 mètres, on aura ce danger. Hein, pendant 1,5 km, on a ce risque de traversée d'animaux sauvages. Alors par contre, le danger commence quand? Est-ce qu'il commence au panneau ou à 150 mètres? Alors ça, faut le savoir par cœur. Tous les panneaux de danger, sauf une exception, le double sens, mais sinon tous les panneaux de danger situés hors agglomération sont implantés 150 mètres avant le danger. Pourquoi? Pour qu'on ait le temps de ralentir. Hein. Donc le danger va commencer un petit peu plus loin, à 150 mètres, et après il va se prolonger pendant 1500 mètres. Hein. Donc bonne réponse A et D. Question 35. Je m'engage. Réponse A. Je reste où je suis. Réponse B. Donc là on voit que la circulation devant nous est stoppée, est bouchée, hein, comme on le sait grâce au feu stop du véhicule qui est devant nous. Hein. Donc normalement forcément on avance pour s'arrêter juste derrière ce véhicule, sauf qu'ici on est à l'abord d'une intersection. On le voit ici avec un stop. Donc le code de la route interdit forcément de s'arrêter en plein milieu d'une intersection, forcément. Sinon, on gênerait les véhicules qui voudraient éventuellement, ceux qui arriveraient d'en face, qui voudraient éventuellement tourner dans cette petite rue, ou ceux qui arriveraient du stop pour tourner sur leur gauche. Hein, on n'a pas le droit d'encombrer une intersection, ça sert à rien, on gêne inutilement les autres. Par contre, à partir du moment que ça repart devant nous, là on pourra s'engager. Mais pour l'instant, on reste où on est pour pas encombrer l'intersection. Donc bonne réponse B. Question 36. Je peux m'engager sur l'autoroute? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici nous sommes face à un écran donc, qui indique pas mal d'informations. Donc ce qui nous intéresse, ça se trouve sur cette ligne-là, ce qu'on appelle l'autonomie. Hein. L'autonomie du coup ici en carburant. Hein. Donc ça nous indique combien de kilomètres, forcément c'est à peu près, qu'il nous reste à parcourir avant malheureusement de tomber en panne d'essence. Donc là il nous reste 10 km à parcourir. Du coup, est-ce que je peux m'engager sur l'autoroute? Donc ce qu'il faut savoir, sur l'autoroute, on a des stations-service à peu près tous les 30 à 50 km. Hein. Donc on n'a pas des stations-service, malheureusement, tous les 10 km. Et il ne faut pas tomber en panne d'essence forcément sur l'autoroute. C'est interdit par le code de la route. Donc du coup, est-ce que je peux m'engager sur l'autoroute? Non, il ne me reste pas assez de kilomètres et je ne trouverai pas une station-service à 10 km. Hein. Donc non, je ne m'engage pas sur l'autoroute. Réponse B. Question 37.
Je suis bien placé pour faire un arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici je suis arrêté ou stationné donc sur une bande cyclable. On la reconnaît déjà grâce à la largeur de sa voie, hein, qui n'est pas très large, grâce aussi aux traits donc très épais qui indiquent une voie réservée, et aussi grâce aux petits symboles qu'on a au milieu, et généralement les symboles verts, hein, c'est des symboles pour les cyclistes. Donc ce qu'il faut savoir sur les bandes cyclables par rapport aux voitures, c'est arrêt et stationnement interdit, ainsi que la circulation. On n'a pas le droit de rouler dessus. Donc là, une voiture n'a rien à faire sur une bande cyclable. Forcément, on gênerait les cyclistes. Donc l'arrêt et le stationnement interdit. Du coup, B et D. Question 38. Dans ce tunnel en agglomération, je peux circuler sans feu, réponse A, en feu de route, réponse B, en feu de croisement, réponse C, en feu de position seule, réponse D. Alors dans les tunnels, donc les règles concernant les feux, c'est exactement les mêmes que la nuit, hein, ça change rien. Du coup, est-ce que je peux circuler sans feu? Donc dans un tunnel ou la nuit, on ne circule pas sans feu. Il faut être éclairé pour au moins être vu, hein. Donc les feux de position seule, dans quel cas on les utilise? Donc il y a deux conditions. Il faut être en ville, il faut que ça soit éclairé. Est-ce qu'on a les deux conditions? On précise dans la question qu'on est en agglomération, donc on est bien en ville, et le tunnel est éclairé. Du coup, je peux utiliser que mes feux de position seule. Les feux de croisement, je les utilise dans quel cas? Donc c'est dans tous les cas, condition que le tunnel soit éclairé. Ce qui est le cas ici. Donc je peux utiliser mes feux de croisement. Les feux de route, c'est l'inverse des feux de croisement. Il faut que le tunnel ne soit pas éclairé, à condition de suivre personne ou de croiser personne. Donc les bonnes réponses, c'était C et D. Feu de croisement et feu de position. Question 39. Pour sortir de ce carrefour à sens giratoire, je dois actionner mon clignotant droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc ici, je me trouve dans un rond-point, dans un carrefour à sens giratoire, et je veux sortir. Forcément, toute sortie, on doit mettre le clignotant. Même si ici, il n'y a aucun véhicule qui arrive, je dois actionner quand même mon clignotant pour avertir tout le monde. Ceux qui seraient en face, et inversement aussi, ceux qui seraient derrière moi que je souhaite sortir. Donc c'est une obligation. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font, mais il faut le faire. Je dois mettre le clignotant. Oui, réponse A. Question 40. Pour croiser ce piéton, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre, réponse A, 1 mètre 50, réponse B. Dans cette situation, je passe, réponse C, je m'arrête, réponse D.
Alors pour croiser un piéton, donc on a un intervalle de sécurité bien sûr à respecter. Donc ça dépend si on est en ville ou hors agglomération. Ici on voit bien qu'on est en ville, donc en ville il faut laisser au minimum 1 mètre d'écart quand je passe à côté d'un piéton. 1,50 m c'est hors agglomération. Donc ici comme je suis en ville c'est 1 mètre. Du coup est-ce que je passe ou je m'arrête? Donc la question qu'il faut se poser, est-ce que je peux passer en laissant justement 1 mètre de distance de sécurité? La réponse est non, hein, c'est beaucoup trop étroit pour passer mon véhicule en laissant les 1 mètre par rapport à ce piéton. Donc pour l'instant je m'arrête, une fois que le piéton est passé, je vais pouvoir continuer mon chemin. Donc bonne réponse A et D.